La communauté marocaine appelle aux dons pour venir en aide aux sinistrés du séisme survenu au Maroc le 9 septembre. Des points de collecte sont mis en place à Forbach et à Faribersviller. Les terrasses seront reines sur la place du marché à Sarreguemines. Les travaux de requalification de la vieille ville vont bon train et devraient s'achever mi-novembre. Le centre-bourg de Bitche commence à dévoiler son nouveau visage. La rue du Général de Gaulle et l'assainissement de la rue des Tilleuls ont été récemment achevés. La totalité du chantier devrait être terminée fin 2025. Élection sénatoriale le 24 septembre, 5 sièges sont à pourvoir en Moselle. Les grands électeurs auront le choix entre 13 listes. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après l'actu, on fera la part belle à la culture dans Place des Arts. Vous découvrirez une nouvelle pièce au Mosa on the Beach réalisée par Le Valais. On reviendra sur l'expo photo de Stéphane Noll à Sarreguemines. On écoutera des récits du dehors. Le festival se poursuit dans le pays de Bitche. Le festival Euroclassique a fait étape à Nousvillers-les-Bitches. Vous aurez aussi un aperçu du workshop qui se déroule cette semaine au CIAV à Meisenthal. Puis vous découvrirez le film coup de cœur de la semaine au Cinéma Forum à Sarreguemines. Et puis on fera un large focus sur les journées européennes du patrimoine avec les deux invités du jour, Audrey Staub, directrice de l'Office de tourisme Sarreguemines-Confluence, et Serge Weil, vice-président de la CCPB et président de l'Office de tourisme du Pays de Bitche. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau aujourd'hui. Je vais vous donner largement la parole tout à l'heure en deuxième partie d'émission parce qu'on commence avec l'actu. Et devant l'ampleur du sinistre, la mobilisation s'organise. Des points de collecte sont installés à Forbach et à Faribersviller. Ils sont là pour recevoir les dons des personnes qui souhaitent aider les sinistrés du tremblement de terre meurtrier survenu au Maroc. Pour en savoir plus, Guillaume Dumontail a rencontré Hassan El Yacoubi. On a donc défini 2 points de collecte des aides, des dépôts. C'est à la mosquée Al-Hijra à Faribersviller et la grande mosquée de Forbach. 2 points, ça c'est pour, pour les denrées, pour les habits, les tentes et les médicaments, etc. Mais pour l'aide, financière comme l'argent, le Maroc a ouvert 2 comptes et si les associations ou bien d'autres, des particuliers même, peuvent verser directement sur le compte ouvert par le gouvernement. Nous, on a fait appel aux aides partout. Et dans notre grande mosquée, à Sarreguemines, ça serait encore un rappel pour le vendredi 15, le vendredi 22 et le vendredi 29, les 3 vendredis de suite. Donc ces 3 vendredis seront donc réservés exclusivement aux victimes du séisme, du tremblement de terre au Maroc. Appel donc à la générosité. Dans un tout autre registre, un forum de recrutement pour les métiers de la défense et de la sécurité a lieu aujourd'hui jusqu'à 13h à Bitche. Emilia Zell est sur place. Détaille-nous cette opération inédite. Et oui, je suis au camp de Bitche avec le commandant Ludwig pour la première édition du Forum des métiers de l'uniforme. Il est organisé par le 16e BCP en coordination avec le Pôle emploi de Sarreguemines. C'est une majorité de représentation des métiers de l'armée avec l'armée de terre de Bitche, Haguenau et Metz. Sont également présents la gendarmerie, la police nationale, les douanes et l'ONF. Alors, commandant, c'est la toute première édition de ce forum. Pourquoi l'organiser? Est-ce qu'il y a un vrai manque d'effectifs? Effectivement, c'est la première édition d'un forum pour l'emploi orienté sur les domaines de la sécurité et de la défense que nous organisons à Bitche aujourd'hui, qui a 2 objectifs. Faire connaître les forces armées, parce que effectivement les forces armées recrutent dans le cadre des intérêts de la défense du territoire national et des intérêts français. Et le deuxième, à Bitche en particulier, pour faire connaître le Bitcherland, Bitche et le 16e bataillon de chasseurs en particulier. Et donc quel bilan vous dressez de cette première édition? Ce forum, est-ce qu'il sera renouvelé? Alors j'espère bien qu'il sera renouvelé les années suivantes. Et aujourd'hui, j'estime avoir vu passer environ 300 personnes, 300 demandeurs d'emploi qui sont principalement orientés par Pôle emploi parce qu'ils sont intéressés par les métiers de la défense. Et j'espère que le bilan sera positif dans les mois à venir avec des signatures de contrats à venir. Alors, merci commandant d'avoir répondu à nos questions. Le 16e BCP engage environ 150 personnes par an. Ce forum des métiers, il a pour cible les personnes
en recherche d'emploi âgés de 17 à 30 ans. Eh bien, merci beaucoup Emilia pour toutes ces précisions et puis merci à David pour les moyens techniques. Direction Sarreguemines à présent, plus de marchés, plus de voitures, uniquement des piétons et des terrasses. Voici le nouvel écosystème que l'on observera l'été prochain sur la place du marché à l'issue des travaux de requalification de la vieille ville. Le chantier avance bon train et devrait être terminé mi-novembre. Guillaume Dumontail nous en dit plus. Le chantier progresse à vue d'œil. Passage du marché et sur le haut de la rue de l'église, les opérations sont quasiment terminées. En plus de la pose des nouveaux pavés, on remarque la mise à niveau à l'entrée du presbytère et de l'église Saint-Nicolas, qui permet aujourd'hui aux personnes à mobilité réduite de rentrer dans l'église par la porte principale. Par endroits, et malgré les protestations, des arbres ont été enlevés, mais la municipalité s'engage à en mettre davantage. En contrepartie, on va planter 21 arbres, à comparer à 4. Place du marché, on estime que le chantier est terminé à 75%. Les terrasses ont déjà pris possession des lieux. Cafetiers et restaurateurs régneront maître à cet endroit qui sera fermé à la circulation durant la belle saison. Seuls les piétons et les utilisateurs de transports à mobilité douce pourront circuler ici. Un système de bornes escamotables permettra néanmoins à certains véhicules de service, de livraison ou de police de rouler place du marché. La piétonisation sera au moins la règle en été. Sur cette zone, les voitures seront donc proscrites déjà en été. On verra, il y aura une décision municipale pour le reste. Actuellement installé sur le parking de l'hôtel de ville, le marché bi-hebdomadaire retournera dans la vieille ville en 2024. Clients et commerçants ne retrouveront pas pour autant toutes leurs habitudes, car l'emplacement du marché va changer. Il sera situé sur le passage du marché et la rue de l'église, donc toute la rue de l'église d'en haut jusqu'en bas. Par contre, il n'y aura plus de marché bi-hebdomadaire sur la place du marché. Ceci de telle manière que les terrasses puissent être déployées toute la journée sur la place du marché. Cafetiers et restaurateurs pourront donc s'en donner à cœur joie dans ce grand espace spécialement conçu pour eux. La municipalité est convaincue que cette transformation redonnera l'attractivité à cette partie de la ville. L'avenir nous dira si cette initiative sera couronnée de succès. En attendant, il va falloir terminer le chantier. Mi-novembre, les travaux de requalification devraient être quasiment finis. Disons à 95%, il y aura encore des finitions à faire, mais le gros sera vraiment terminé. Dans 2 mois débutera l'installation du marché de Noël de Sarreguemines. Il retrouvera lui son périmètre habituel en occupant notamment la place du marché. Les pelleteuses et les panneaux signalant des travaux sont bien présents à Bitche aussi. C'est à cause du chantier de requalification du centre-bourg lancé en février dernier. Le projet avance. Pour preuve, la rue du Général de Gaulle est entièrement refaite et accessible depuis plusieurs semaines. Malgré tout, il reste beaucoup à faire. Emilia Zell a profité d'une réunion de chantier pour dresser l'état des lieux. Après un peu plus de 7 mois de travaux, le centre-bourg de Bitche commence à dévoiler son nouveau visage. Le jeudi 7 septembre, une réunion de chantier a eu lieu. L'occasion pour tout le monde de faire le point sur l'avancement du projet de requalification. Le projet est en 3 phases. La première s'achèvera à la fin du mois de mars 2024. La rue du Général de Gaulle et l'assainissement de la rue des Tilleuls ont été récemment achevés. Les travaux de la rue Foch et de la place Jeanne d'Arc avancent bien selon Nelson Patricio. Le petit parking en face de la pharmacie de la Citadelle se refait également une beauté. C'est un chantier qui demande beaucoup d'organisation compte tenu de l'étendue des tâches à accomplir. C'est un chantier un peu complexe dans le phasage parce qu'on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de réseaux à faire, mais on ne peut pas faire tous les réseaux par exemple du début à la fin. Il faut qu'on séquence, il faut qu'on définisse des zones de travail parce que sinon c'est pas faisable, quoi. Et donc on fait des travaux de réseau sec, donc là, comme je vous disais là devant la pharmacie les réseaux secs sont terminés. Maintenant on passe à la partie voirie et en même temps les travaux de réseau sec vont continuer sur la place Jeanne d'Arc et la rue des Tilleuls et ensuite suivront les travaux de voirie. Pour le moment, le budget est respecté, bien que le projet d'origine a subi quelques modifications. Il y a eu des modifications sur le projet tel qu'il a été
prévu et conçu par mon prédécesseur, puisqu'on a décidé d'ouvrir et de maintenir l'accès à la partie basse de la rue des Tilleuls. On a travaillé sur la rue de Gaulle, puisque ce n'était pas prévu à la base. On a souhaité restituer en fait les places de stationnement qui sont supprimées en bas de l'église et de la mairie. Donc la rue de Gaulle a été comprise dans cette extension et cette modification du projet. Et puis l'élément fontainier, donc cette fontaine sèche qui va se créer. La totalité du chantier devrait être terminée à la fin de l'année 2025. Focus politique, de nouvelles élections politiques approchent les sénatoriales. À la différence d'autres scrutins, tous les citoyens ne sont pas appelés à voter. Seuls les grands électeurs se rendront aux urnes. En Moselle, 5 sénateurs seront élus le 24 septembre. Explication dans ce reportage de Marie-Morgane Pires. Le Sénat est composé de 348 sénateurs, élus pour 6 ans. Parmi ses principaux rôles, l'examen et le vote des lois, ainsi que le contrôle du gouvernement et l'évaluation des politiques publiques. Le Sénat est renouvelé de moitié tous les 3 ans. 178 sièges ont été renouvelés en 2020. En 2023, 170 sièges sont concernés, dont ceux de la Moselle. 5 sièges sont à pourvoir dans notre département. Pour élire les sénateurs, 2898 grands électeurs iront aux urnes. Ce collège électoral est composé des sénateurs, députés, conseillers régionaux, conseillers départementaux et des délégués des conseils municipaux. Ces derniers représentent 95% des électeurs. Contrairement aux autres scrutins, le vote est obligatoire. Si l'un des grands électeurs ne participe pas au scrutin sans que cela soit justifié, il encourt une amende de 100 €. La date d'élection est fixée au 24 septembre. Chaque électeur choisira une liste qui comprend 5 candidats et 2 suppléants. Les 5 sénateurs de Moselle seront élus au scrutin proportionnel de liste à un tour. Après leur élection, ils prendront officiellement leurs fonctions le 2 octobre 2023. En Moselle, on dénombre 13 listes pour 5 sièges. Les élections sénatoriales pourraient donc créer la surprise dans notre département, d'autant que Jean-Marc Todeschini et Jean-Louis Masson ne se représentent pas après 22 ans passés au Sénat. Dans les différentes listes, on trouve plusieurs personnalités de l'arrondissement. Large tour d'horizon des listes et des candidats dans ce reportage de Marie-Morgane Pires. Ça se bouscule à la porte du Palais du Luxembourg. 13 listes, soit un total de 65 candidats qui espèrent remporter l'un des 5 sièges au Sénat pour la Moselle. Cette année, 2 figures emblématiques ne se représentent pas, Jean-Marc Todeschini et Jean-Louis Masson. Autre surprise, une alliance entre 2 sénateurs sortants et anciens adversaires en 2017, Jean-Marie Mison et Catherine Belriti. On a joué d'emblée l'union, tant il est vrai que nous pensons que l'union fait la force. Elle a montré par le passé que c'était le cas, que les républicains et les centristes sont 2 forces complémentaires qui s'entendent bien. Au départ, on comptait faire notre liste chacun de notre côté, mais il faut savoir qu'au Sénat, nous travaillons dans le groupe de la majorité tous les 2. Avec Gérard Larcher, bien souvent, nous votons les textes ensemble. Nous travaillons beaucoup ensemble déjà au niveau du Sénat. Sur leur liste figure Patricia Monpère, maire de Houndelin. Autre sénatrice sortante, Christine Herzog. Elle repart cette année en campagne sans étiquette, cette fois tête de liste, après avoir été numéro 2 sur la liste de Jean-Louis Masson en 2017. À ses côtés, on retrouve Sandrine Monpère, maire de Neufgrange. La raison principale est que Christine représente une liste qui n'a pas d'étiquette politique. Et défendre le territoire mosellan sans étiquette politique, c'est exactement ce que je recherchais. À droite, d'autres prétendants, notamment Anne Boucher, qui se lance avec le parti Horizon d'Édouard Philippe. Donc Édouard Philippe souhaite donner une place centrale au maire. Et donc cette dynamique qui est enclenchée par Édouard Philippe devrait nous permettre d'élire un maximum de sénateurs pour peser ensuite dans le débat national. Jérémy Aldrin, lui, va retenter sa chance après avoir obtenu 6,15% des voix en 2017. Pour ce scrutin particulier où il faut convaincre les grands électeurs, il a fait, comme chaque candidat, le tour de la Moselle. C'est une élection de proximité entre le sénateur et les élus de Moselle. Donc effectivement, nous sillonnons avec Sonia et l'ensemble de la liste les communes de Moselle pour leur exposer la candidature de renouveau et de compétences que notre liste propose aux grands électeurs mosellans. À ses côtés, 2 élus de l'arrondissement, Norbert Dor, maire de Gros-Réderchin, et Sonia Bourbure, maire du Val-de-Guéblange. Elle figurait déjà en 2017 en 2e position sur la liste de Jean-Marie Mison.
On est des relais sur le terrain. Donc moi je m'occupe un petit peu du secteur que je connais, où j'ai l'habitude de travailler avec les collègues, etc. Norbert, lui, s'occupe du côté du Pays de Bitche. Et on prend les rendez-vous, on essaie de rencontrer les collègues élus. Toujours à droite, Laurent Muller, maire de Homboureau, se lance, après avoir figuré sur la liste de François Grosdidier en 2017. Dans sa liste, on retrouve le maire d'Ambach, Daniel Muller. Jean-Louis Masson, qui avait rejoint le Rassemblement national, ne se représente pas. C'est Michel Rambourg, maire de Vannecourt, qui est tête de liste RN, avec le soutien de Laurent Jacobelli. Gros changement attendu également à gauche, avec le départ de Jean-Marc Todeschini après 22 ans au Sénat. Il soutient désormais la tête de liste Michael Weber, maire de Wolflin-les-Sarreguemines. Il y a un territoire qui est plus urbanisé, qui a des enjeux économiques frontaliers sur la partie nord du département. Donc les lignes directrices, c'est à la fois d'accompagner la ruralité, de faire en sorte que les communes rurales aient un avenir, qu'on s'assure de la présence de services publics, de leur développement, de leurs moyens. Deux autres listes sont créées à gauche, l'une menée par Philippe Gasparella, élu de Marange-Sylvange et membre des Radicaux de gauche. Dans sa liste, on trouve Sophia Mata, adjointe au maire de Sarralbe. L'autre est menée par Jean-François Secondé, conseiller régional du Grand Est pour la NUPES. Avec lui, Florence Renard, candidate aux dernières élections législatives pour la NUPES dans notre circonscription, et Martial Olinger, adjoint au maire de Kirvillers. Notre objectif, c'est d'être, avec notre liste, les gardiens, les gardiennes du programme de la NUPES, qui, donc, vous vous en souvenez, il y a 1 an et demi, a rassemblé toute la gauche et a permis aujourd'hui qu'un groupe parlementaire très important d'opposition soit à l'Assemblée nationale. Il a créé la surprise. Jean-Marc Brem, agriculteur et membre actif de la FDSE à 57, a lancé sa liste avec à ses côtés Anne Mazui. Il m'a longuement parlé de son projet pour la défense de la ruralité et je me suis aperçue qu'on partageait les mêmes valeurs, que c'est des thèmes qui me tiennent vraiment à cœur. Et donc voilà, j'ai accepté d'être sur sa liste, une valeur sûre et authentique, la terre. D'après Public Sénat, 3 autres listes ont été déposées. Celle de Salvatore Coscarella, maire de Valmont et président de la communauté d'agglomération de Saint-Avold, membre du parti radical. Lucie Lowe, avocate, inconnue en politique, avec une liste intitulée « Libre et indépendante ». Enfin, Frédéric Levé, maire de Gorze, petit village près de Metz, serait également candidat. Verdict le 24 septembre pour connaître les 5 sénateurs élus en Moselle. Et le verdict de la météo, c'est tout de suite avec les prévisions de Météo France pour demain. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde et bienvenue à la foire Saint-Michel qui se tiendra aujourd'hui jusqu'à 18h30 dans les rues de Sarreguemines. Comme chaque année, vous allez pouvoir retrouver plus d'une centaine d'exposants, alors n'hésitez pas à venir faire un tour et à profiter également des commerçants du centre-ville. Moi, je vais aller me promener un petit peu pour voir si je trouve mon bonheur. Voilà, merci beaucoup. Et avec la météo qui est légèrement capricieuse, certains stands vont sûrement être pris d'assaut. Tantôt soleil, tantôt pluie, on va voir ce que nous réserve maintenant la météo pour demain. On devrait retrouver un temps plus ensoleillé avec des nuages qui seront de moins en moins nombreux au fil des heures. Côté température, les minimales iront de 12 à 13 degrés et les maximales de 24 à 25 degrés. Demain, c'est la Sainte-Croix et il fera jour de 7h10 à 19h51. Et je vous laisse avec l'ambiance du marché. Passez tous encore une très belle journée et à demain. Bricoman, la qualité pro pour vos chantiers. Plus de 200 marques référentes dans le bâtiment. 20 000 produits indispensables de la construction et de la rénovation. Disponibles immédiatement en libre service, en retrait 2 heures ou en livraison. Chez Bricoman, vous pouvez compter sur des équipes compétentes et proches de vous pour accompagner tous vos chantiers. Je me présente, je m'appelle Faïma, j'ai 34 ans, je suis maman de 4 enfants, je suis animatrice périscolaire chez les Francas depuis 2020. C'est un plaisir, c'est une passion, c'est ce que j'aime faire en fait. Vous aussi, devenez animatrice ou animateur chez les Francas. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ?
Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Et si vous rejoignez le Mibel Group? Dans une unité de production à taille humaine, basée à Sarreguemines et qui œuvre dans les domaines du bien-être, de la santé et de la beauté. Vous êtes passionné de chimie et microbiologie, autonome et motivé pour contribuer au développement du laboratoire? Rejoignez-nous. Nous recrutons des techniciens au sein de notre laboratoire. Vous serez notamment amené à exécuter des analyses sur nos produits, assurer la maintenance des appareils de laboratoire ou encore identifier des opportunités d'amélioration. N'hésitez pas à postuler en envoyant votre candidature à rh.ondal@mibelgroup.com. Pour toutes vos interrogations, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'Aglo, www.aglo-sarreguemines.fr. Vous y trouverez ainsi toutes les réponses à vos questions. Et vous avez l'appli mobile SIDEMAP. Pratique et gratuite, elle vous facilite le tri au quotidien. Elle vous permet notamment de trouver le calendrier des permanences multiflux et plein d'autres infos utiles, comme par exemple les horaires des déchetteries. Vous pouvez également nous contacter au 0 800 19 18 80. Nous répondrons ainsi à toutes vos questions. Le tri évolue. Pourquoi pas nous ? Cette semaine, entrez avec moi dans le cadre pour une nouvelle découverte artistique. Je reçois un jeune rappeur sarregueminois de seulement 21 ans. Il s'appelle Sino7. Tu sais toi, moi je sais pas, non je sais pas, la vérité on peut pas la voir. Dans le rap game ça Jacques Sabrel qui a Vlad Blé, Vlad Avoine. Mais très tôt trouve le niveau de Jacques Brel ou de Balavoine. Quand on a que le savoir, ma raison ma bataille, faut qu'avoir raison, je fais le morceau en une session. Tant le peur depuis la section, prends pas le son comme leçon, ça sera bresson quand il y aura plus de questions. Les il faut sont plus souvent des honteux, je sais pas et j'en suis pas honteux. S'assouvir du savoir et de la certitude, c'est donner à l'ignorance en servitude. Sino7 est à découvrir dans le cadre ce jeudi, ne manquez surtout pas le rendez-vous. Dans Place des Arts, on met en lumière toutes les disciplines artistiques, mais comme on est mi-septembre, on va faire surtout un large focus sur les Journées européennes du patrimoine. Ce week-end, on va fêter la 40e édition. Alors, dans l'arrondissement de Sarreguemines, est-ce qu'on y participe depuis le début ? Bon, disons qu'au début, la manifestation était essentiellement concentrée sur Paris et la région parisienne. L'organisation était un petit peu plus confidentielle peut-être aussi à cette époque-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde connaît les journées du patrimoine. Ça s'est beaucoup développé, surtout ces 20 dernières années, sur l'ensemble du territoire français. Et donc sur nos territoires aussi. Et oui, c'est devenu un rendez-vous incontournable. L'un des principes des Journées du patrimoine, c'est de permettre au public de visiter des lieux qui ne lui sont pas accessibles le reste de l'année. Et c'est le cas dans notre territoire. On a l'exemple du pavillon Paul de Geiger. Oui, tout à fait. Donc le pavillon sera ouvert cette année, donc samedi et dimanche, de 14h à 18h. Donc c'était autrefois l'entrée du domaine industriel, en fait. C'est un bâtiment qui a été construit en 1880 par Paul de Geiger, donc le directeur de la manufacture. Il est composé d'une seule et unique pièce qui se trouve donc à l'étage, qui était le bureau du directeur, et à l'intérieur de laquelle les visiteurs pourront découvrir une exposition de documents qui retracent l'évolution architecturale du casino. Et donc une occasion unique dans l'année de le découvrir. Et puis à Bitche, on va pouvoir participer à une visite insolite, exceptionnelle, en tout cas c'est comme ça qu'elle est annoncée, celle des souterrains du bastion 6 de la citadelle. Oui, donc là aussi, outre la visite habituelle qu'on peut faire de la citadelle, il y a donc une partie des souterrains qui est fermée habituellement, qui sera accessible à tous les visiteurs, et on pourra découvrir une partie complètement
entre guillemets oublié de cette citadelle et j'espère que le plus de monde possible pourra y accéder. Alors oui, accessible à tous, mais en fait pas tout à fait, parce qu'il y a quand même, moi je me suis noté 109 marches escarpées à gravir. Il faut peut-être qu'on prévienne quand même les téléspectateurs, mais en tout cas pour tous ceux qui se sentent d'attaque, c'est effectivement une occasion unique. Et puis sur le territoire de la Casque, il y a un endroit clé des Journées du patrimoine, c'est le château Hutschneider, que le grand public n'a pas l'habitude de visiter, auquel il n'a pas accès le reste de l'année en fait. Oui, tout à fait. Le bâtiment est ouvert exceptionnellement pour les Journées du patrimoine. Donc la communauté d'agglomération propose en fait vendredi soir et samedi soir des visites guidées nocturnes. Donc visite guidée commentée par Arlette Kremer avec un son et lumière. Alors par contre, il faut préciser que ce sont des visites sur inscription. Les premières séances sont déjà complètes. Il reste des places sur les séances de 22h et 22h45. Il faut s'inscrire auprès du service communication de la communauté d'agglomération. Il faut se dépêcher de s'inscrire. Et puis il se passe plein d'autres choses au château Hutschneider. Oui, tout à fait. Dimanche, le château sera ouvert en accès libre de 10h à 18h. Donc il y aura plein d'animations, des ateliers, des expositions, une petite restauration également disponible entre midi. Voilà, différentes choses, des jeux concours également. Et puis un petit focus sur la présence du grenadier d'Ineos. Qui sera visible donc sur site, et de la très belle exposition sur les éléments insolites du patrimoine des 39 communes, c'est-à-dire des 38 communes officielles plus d'Idun. Voilà, donc une exposition qui a été réalisée en partenariat avec la communauté d'agglomération, un travail de l'historienne Arlette Kremer avec la collaboration de Gilles Weiskircher, de Roland Valk, de Sonia Bourbure, des amis du musée pour la partie photographique et une mise en page de Laetitia Falvo. Et on espère qu'on n'a oublié personne. C'est dur de citer tout le monde. Et pardon à ceux qui sont éventuellement oubliés. Alors, dans les Journées européennes du patrimoine, il y a les insolites, on vient d'en parler. Il y a aussi les incontournables, on va en parler tout à l'heure. Et puis, il y a aussi les nouveautés. Le Moza on the Beach vient d'ouvrir cet été et continue de s'étoffer. La semaine dernière, le street artiste français Le Valet a conçu une installation dans la pièce de 45 mètres carrés qui lui est dédiée. Né à Épinal, il a grandi en Guadeloupe, a ensuite fait ses études à Strasbourg et vit aujourd'hui à Paris où il enseigne les arts plastiques. À Beach, vous pouvez découvrir son œuvre avec un personnage qui lui ressemble beaucoup. Et pour cause, Le Valet crée ses personnages à partir de photos. Et ici, il s'agissait de photos de lui. Émilie Hazel l'a rencontré. C'est une pièce de plus de 40 mètres carrés. Vous avez l'habitude d'avoir un espace aussi important ? L'habitude, oui, dans la mesure où je travaille dans la rue la plupart du temps, j'ai l'habitude d'avoir des grands espaces. 40 mètres carrés, c'est plutôt petit. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour créer cette œuvre ? Moi, je suis un peu opportuniste dans mon travail, donc j'essaye de vraiment, quand j'investis un lieu, de chercher des éléments qui m'interpellent et de les exploiter afin d'en détourner le sens. Et là, en l'occurrence, j'ai choisi de garder la pièce telle qu'elle était, brute, parce que je la trouvais déjà visuellement très impactante. Et donc j'ai cherché dans le musée ce que je pourrais exploiter pour pouvoir développer une narration. J'ai remarqué qu'il y avait plein de radiateurs qui étaient inutilisés. Et donc, par opportunisme, j'ai choisi de faire une installation à partir de tous ces radiateurs que j'ai placés tout autour de la pièce. Dites-nous en plus sur cette œuvre. Du coup, là, donc, c'est un personnage qu'on voit donc déambuler de manière circulaire dans la pièce, sur des radiateurs et se brûler les pieds. Et, c'est une espèce d'allégorie à la fois de l'absurdité de l'existence, ce qui est un peu le fond de commerce de mon travail. Avec voilà, ce personnage qui se brûle les pieds mais qui continue à avancer avec son attaché case, business as usual, et voilà, ce qui peut aussi être une allégorie de l'homme moderne et ses réactions face au réchauffement climatique ou ce genre de choses.
Et tarif réduit pour tout le monde ce week-end au Mozone The Beach à l'occasion des Journées du patrimoine. Entrée gratuite pour les moins de 10 ans. Et jusqu'à dimanche, Smael, l'un des artistes brésiliens les plus connus au monde, est en résidence au Moza. Vous pourrez le rencontrer et l'observer en plein travail. Les Journées du patrimoine sont aussi l'occasion de remettre un coup de projecteur sur les locomotives qui attirent beaucoup de visiteurs tout au long de l'année. Alors le Moza, il est encore tout nouveau, mais il démarre déjà très fort. Sinon, de manière générale, dans le Pays de Beach, le site numéro 1, c'est la Citadelle. C'est la Citadelle et le Jardin pour la Paix. Ces deux sites sont évidemment en tête des visiteurs lors des Journées du patrimoine et aussi tout au long de la saison. Et on aura là l'occasion de revisiter et de remettre en lumière ce site magnifique qui est au-dessus de la ville de Beach. Et là, on est en entrée libre tout le week-end dans les deux sites. On est en entrée libre tout le week-end sur la partie accessible. Et puis, il y a une petite participation, je crois, pour la partie des visites intérieures. Ok. Sur le territoire de la Casque, le site numéro 1 tout au long de l'année, c'est le parc archéologique de Bliesbrück-Rheinheim ? Oui, c'est ça. C'est le site qui a été le plus fréquenté, en tout cas cet été. Voilà, et donc il sera ouvert, pareil, samedi et dimanche, en accès libre de 10h à 18h, avec plusieurs visites commentées, notamment le matin du côté allemand, la visite de la villa et du tombeau de la princesse de Ranheim. L'après-midi, une visite commentée à 14h de l'exposition temporaire, puis une visite commentée de la partie ville et thermes côté français. On peut parler aussi d'une chasse au trésor familial, d'un atelier casque de réalité virtuelle qui permettra en fait aux petits et aux grands de se plonger ou de se replonger dans le décor romain de l'époque. Et puis, alors là c'est le dimanche uniquement, un atelier boulangerie avec dégustation de pain et de vin romain. Original et pas mal de choses à découvrir. Du côté du Pays de Beach, il y a un autre lieu phare et en particulier lors des Journées du patrimoine, c'est évidemment le site verrier de Meisenthal. Tout au long de l'année, et on ne peut pas parler de patrimoine dans le Pays de Beach sans évoquer évidemment ce site verrier et la route des Arts du Feu sur laquelle il se trouve. Et donc là aussi, pendant tout le week-end, l'accès habituel de visite est libre. Et puis il y a des expositions, il y a la démonstration des souffleurs de verre, il y a un concert le dimanche après-midi. Donc là aussi, tout le week-end, une animation qui va avec le site et qui permettra à ceux qui ne viennent pas régulièrement ou voudraient encore le découvrir, parce qu'il y en a encore qui veulent le découvrir, en fait de venir sur ce site et de le visiter. Et puis en plus, vous le disiez, il y a des expositions. Et bien ce week-end, à l'occasion des Journées du patrimoine, vous pourrez aussi voir une exposition réalisée par des étudiants de la HBK de Saarbrück. Ils sont toute cette semaine en workshop intensif au CIAV où ils sont encadrés par Nathalie Nierengarten, la directrice artistique du CIAV. Elle va vous en dire plus sur cette exposition insolite. Ce week-end sera visible au CIAV une exposition que nous appelons Sortie d'atelier, qui nous permettra de montrer au grand public le résultat d'une semaine de travail au sein de nos ateliers entre les étudiants de l'école de design de Saarbrück et les verriers du CIAV. L'exposition s'appelle Wurst, c'est-à-dire saucisse en français. On a choisi de croiser le thème des traditions culinaires françaises et allemandes en se fixant sur le thème de la saucisse qui est d'une part drôle, mais qui est également intéressante, qui peut parler justement des traditions de chaque territoire, qui peut aussi être vue sous un aspect sociologique, qui peut être vue sous différents aspects et qui permet aux étudiants aussi d'aborder ça avec des regards différents. Et puis à Meisenthal, il y aura donc aussi de la musique dans le cadre des Journées du patrimoine. Dimanche à 16h, rendez-vous dans la boîte noire pour Péradan Live. Le compositeur Silas Bassa, seul au piano, embrassera la projection de l'œuvre vidéo Péradan de Michel Paysan, qui présente un lent morphing de 55 fragments d'asphalte collectés sur les grandes routes d'Europe. Musique maintenant d'un autre style, l'édition 2023 du festival franco-allemand Euroclassique a débarqué au Pays de Beach pour sa première date en France. Il avait commencé le 2 septembre à Blieskastel, de l'autre côté de la frontière. Dimanche à Noosviller-les-Beach, c'était de la musique classique avec le duo Douce France. Retour sur le concert avec Thibaut Desmerly.
L'accordéon et la harpe résonnent à l'intérieur de la chapelle Saint-Michel de Neusswiller-les-Bitches. La harpiste Pauline Haas et l'accordéoniste Marie-André Jörger ont joué des grands classiques français, de Ravel, Bizet, en passant par Le Grand. L'édifice religieux a fait salle comble, le premier concert du festival franco-allemand Euroclassique au Pays de Bitche a trouvé son public. Les deux instrumentistes du duo 12 France sont lauréates de nombreuses distinctions et se produisent à l'international. Le prochain rendez-vous pour le festival est à Hornbach, en Allemagne, ce vendredi 15 septembre, avec l'ensemble Aventure. En France, ce sera le 30 septembre à l'espace Cassin de Bitche, avec les frères Jarry qui revisitent Queen et Elton John. Et on en reparlera d'ici là. En attendant, on continue notre focus sur les journées européennes du patrimoine. Des rendez-vous insolites vous sont proposés ce week-end. Par exemple, au tribunal de Sarreguemines. Alors, il est certes accessible toute l'année au grand public, les audiences sont ouvertes, mais samedi après-midi, ça va être très particulier, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Donc, c'est effectivement un bâtiment emblématique de l'architecture allemande du côté ville nouvelle de Sarreguemines. Donc, ça vaut déjà le détour rien que pour ça, mais c'est vrai que samedi après-midi, de 13h30 à 18h, les visiteurs pourront découvrir donc les salles des pas perdus et les salles d'audience qui seront certes à leur disposition, mais également une présentation historique à 14h et à 16h, des procès fictifs à 15h et 17h, et aussi une exposition de costumes d'audience qui prendra place dans la bibliothèque du bâtiment. Alors, il y a d'autres manières originales de découvrir le patrimoine. Serge Weil, racontez-nous un petit peu ce qui est proposé par exemple du côté de Sturzelbronn. Alors, à Sturzelbronn, il y a une sortie, enfin deux sorties en calèche qui sont programmées, une le dimanche matin, une le dimanche après-midi, à la découverte de la réserve naturelle des Rochers et Tourbières, donc qui est gérée par le Parc naturel régional des Vosges du Nord. Et donc, on aura tout loisir à découvrir cette réserve dans un mode de transport un petit peu particulier, tout à fait écologique, et qui se terminera par un petit apéritif en produits locaux le matin et par un goûter en produits locaux l'après-midi. Et puis, il se passe aussi quelque chose du côté de Mouterrouze ? Oui, du côté de Mouterrouze. Alors, comme j'ai eu l'occasion de faire cette visite, je ne peux pas m'empêcher d'en parler. C'est vraiment deux passionnés qui sont partis de l'association de la Chale, qui font découvrir et presque revivre un petit peu ce village de l'époque où il était vraiment industrialisé. Et là, vous allez de découverte en découverte grâce à ce que nous raconteront ces deux passionnés. Des découvertes et des aventures, eh bien c'est l'aboutissement d'un long chemin et d'une aventure humaine pour le photographe Stéphane Noll. Samedi a eu lieu le vernissage de sa nouvelle exposition Chemin de traverse à l'hôtel de ville de Sarreguemines, un projet qui l'a fait voyager à travers le monde entier et qui rend hommage à ses parents disparus. Thibaut Desmerlet l'a rencontré. 26 clichés pris aux quatre coins du monde. Stéphane Noll a dû faire un choix parmi des dizaines de milliers de prises effectuées entre 2015 et 2023. Des photos de paysages qui ont été faites dans des conditions extrêmes et qui atterrissent ici pour sa nouvelle exposition Chemin de traverse. Chaque photo est financée par une personne ou une entreprise, c'est-à-dire que j'ai fait un appel aux dons et puis certaines entreprises et certains particuliers d'ailleurs ont trouvé le projet bien, ont adhéré et m'ont suivi derrière. Le projet est né d'une aventure humaine et marque la fin d'un chapitre. L'exposition rend hommage aux parents du photographe. Le père de Stéphane Noll est décédé en 2001. Il était notamment correspondant photographe au Républicain Lorrain. Stéphane a repris le matériel de son père et s'est formé lui-même à la photographie. Les œuvres ne resteront pas dans le hall d'honneur de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Elles seront offertes au service réanimation de l'hôpital Robert Parks. C'est justement là où est décédée ma maman il y a quelques années pendant le Covid. Et moi, j'ai pas eu le temps de les remercier. Donc c'est ma manière de les remercier. Et puis si une œuvre, si une photo peut permettre à un personnel soignant de penser à autre chose, ne serait-ce qu'une seconde en la regardant, ce sera réussi. Avant le transfert, le public pourra encore contempler les clichés du photographe sarregueminois jusqu'au 17 septembre à l'hôtel de ville. Découvrir des paysages et puis le patrimoine en se baladant, ça sera aussi possible ce week-end au Simserhof. Quel est le programme du côté du Simserhof ? Alors au Simserhof, qui est aussi un site emblématique historique de cette ligne Maginot, il y a un parcours de randonnée autour qui fait partie des sentiers d'excellence du pays de Bitche, mais
dimanche, il y aura la particularité de pouvoir découvrir les blocs de combat avec les membres de l'association qui présenteront un petit peu l'histoire et l'histoire de ces blocs de combat, et ça permettra d'avoir une visite un petit peu plus guidée que quand vous partez tout seul sur le chemin de randonnée autour de ce bloc, autour de ce site. Et puis il y a évidemment aussi le matin et l'après-midi les visites possibles en français et en allemand à l'intérieur du Simshof, où là l'accès sera également à tarif réduit pour tous ceux qui veulent à la fois visiter, randonner et découvrir un petit peu l'histoire. Donc ça, c'est du côté du Simshof. Audrey Stock, vous avez une idée, une suggestion de circuit pour profiter au maximum des Journées du patrimoine ? Oui. Il y en a plusieurs sur le territoire, mais un dont je voulais vous parler en particulier, qui est donc le circuit du Pays d'Albe. Donc voilà, la proposition, c'est effectivement de commencer par une visite à Sarralbe de la Maison des Têtes, qui sera accessible de 15h à 18h en accès libre. De poursuivre par une visite de la maison de Léo à Pan-de-Bois sur la commune du Val-de-Guéblange. Donc cette maison sera ouverte dimanche de 8h à 17h avec des visites commentées en continu à la demande, donc dispensées par l'historien François Guéringer. Donc c'est une opportunité de visiter ce bâtiment qui est très peu ouvert effectivement au public. On peut poursuivre ensuite par la commune de Capelquinger où se trouve la chapelle Saint-Odile et également la mairie. Alors quel est l'intérêt d'aller visiter la mairie ? C'est une ancienne auberge et elle a gardé certaines traces, on va dire, de son ancienne activité. Et on pourra notamment également y découvrir la reconstitution d'une salle de classe du XVIIIe siècle. Voilà, on peut poursuivre ensuite par la commune de Nélin pour découvrir le chêne séculaire, puis continuer les ouvrages de la ligne Maginot Aquatique jusqu'à la digue de l'étang de Hoste où les amis du musée du Pays d'Albe proposent des visites commentées également tout ce dimanche. Et ça fait une sacrée balade, mais ça tombe bien parce qu'on a droit à un bel été indien. C'est aussi l'occasion rêvée de profiter de la culture en extérieur. Le festival Récits du dehors a été créé par la médiathèque de Bitche il y a 4 ans. Vendredi, il s'est installé le temps d'une soirée à Götzenbrück. Les participants ont pu écouter une dizaine de textes à donner la chair de poule grâce au narrateur et à l'accompagnement musical. Reportage d'Emilia Zell. Assis à même le sol, rassemblés sous le gros chêne Wamba, l'heure est aux histoires d'horreur. Le festival de lecture à haute voix dans la nature est lancé. Les récits du dehors ont été créés en 2019. La nouveauté cette année, presque toutes les lectures se font en musique. La lecture à voix haute, c'est une pratique qui n'est pas tellement fréquente en France, mais ça commence à venir. Il y a déjà les lectures du dehors qui ont été inaugurées il y a plusieurs années déjà par la médiathèque de Bitche, et surtout dans ces cadres insolites. C'est ça un peu la différence donc d'une chose qui se passe dans une salle où les gens sont assis sur un siège bien confortable, etc. C'est un peu ces lieux un peu magiques. Vendredi à Götzenbrück, près de 80 personnes sont venues assister aux lectures d'histoires fantastiques et terrifiantes contées par Alphonse Walter et Sylvain Senger. Les accompagnements sonores de Rennes ont aidé les auditeurs à se plonger dans les histoires. Les conteurs ont notamment lu des textes d'auteurs flamands ou américains comme Edgar Allan Poe. Il allait et venait dans la maison selon son habitude. Mais comme je devais m'y attendre, il fuyait avec une extrême terreur à mon approche. Il me restait assez de mon ancien cœur pour me sentir d'abord affligé de cette évidente antipathie de la part d'une créature qui jadis m'avait tant aimé. Les auditeurs ont également pu écouter de vieux témoignages d'habitants de Götzenbrück racontant des mythes et légendes du coin. Les textes étaient en plate, traduits simultanément. C'était comme si des caisses dégringolaient de l'escalier.
Et le festival Récits du dehors s'achève ce week-end avec plusieurs rendez-vous. Vendredi à 18h au Ranch des Bisons, Yannick Unfricht vous lira des extraits de Dersou Ouzala de Vladimir Arseniev, accompagné en musique par Aurel King. Samedi et dimanche à 14h15 et à 17h30, Catherine Barzix fera des embardées poétiques sur les sites verriers de Meisenthal. Cette artiste performeuse belge vous invitera à suivre sa foulée poétique. Et puis samedi, direction le stade de foot de Beach pour 2 rendez-vous. À 18h, restitution d'atelier de Catherine Barzix avec l'équipe féminine du FC Beach et lecture de textes liés à l'univers du foot par Dominique Pinon et Caroline Proust. Puis à 20h, projection en plein air du film Marinette, adapté de la biographie de Marinette Pichon. Et vous devriez pouvoir rencontrer la réalisatrice du film, Virginie Verrier. Serge Weil, ce week-end, les Récits du dehors, c'est un marathon. Oui, c'est un véritable marathon et puis c'est aussi un petit clin d'œil à l'année olympique qui s'annonce pour l'année prochaine et donc à la fois donc un clin d'œil sur le sport, sur la culture et puis sur le foot féminin finalement puisque Marinette Pichon était une des premières footballeuses féminines en France qui avait une réputation qui dépassait largement nos frontières et ça va aussi être un peu l'occasion pour le FC Beach et plus généralement sur l'ensemble du territoire à mettre un peu en avant le football féminin puisque c'est aujourd'hui un sport et une activité qui est très largement suivie aujourd'hui à la fois en foot masculin par les supportrices, mais aussi dans le football en général où il y a de plus en plus d'équipes féminines qui se créent, que ce soit en équipe de jeunes ou en équipe senior. Et on espère en voir encore plus. Et on change d'univers pour se tourner vers le 7e art, direction les cinéma-forums de Sarreguemines pour le coup de cœur de la semaine. Oui, alors cette semaine, j'ai envie de vous parler d'un film allemand, ce qui n'est pas toujours tellement courant, qui s'appelle Le ciel rouge de Christian Petzold avec Paul Haber. C'est un film qui a eu un ours d'argent à Berlin. Ça se déroule dans une maison de vacances idyllique au bord de la mer Baltique, où de jeunes amis se retrouvent par une grosse chaleur d'été où finalement les sentiments vont un peu s'échauffer, ainsi que malheureusement les feux de forêt qui entourent cette maison de vacances. Alors le film, c'est un double coup de cœur puisque j'ai le plaisir de nouveau d'annoncer la reprise de la saison cinéphile et ce film fera l'objet d'une soirée débat le lundi 18, soirée cinéphile toujours en partenariat avec l'Université populaire de Sarreguemines Confluence. Donc à ne pas rater. Le ciel rouge est en séance cinéphile lundi à 20h, mais il est aussi projeté tous les jours, dès aujourd'hui, en VO sous-titré. Et comme chaque semaine, vous pouvez tenter votre chance pour gagner un ticket de cinéma pour le film de votre choix en participant à notre jeu ciné sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. Concernant les journées du patrimoine, on pourrait en parler sans fin, tellement il y a d'événements, ne serait-ce que sur le territoire de l'arrondissement de Sarreguemines. Alors je ne peux que vous conseiller de bien regarder les sites internet des offices de tourisme, www.sarreguemines-tourisme.com et www.tourisme-paysdebeach.fr. Et je crois qu'à ce propos, vous aviez envie de lancer un appel. Oui, en fait, moi je voulais simplement dire que s'il y a des manifestations, que ce soit dans le cadre de la journée européenne du patrimoine, mais aussi dans n'importe quelle autre occasion, si vous voulez faire passer des informations, c'est le moment de prendre contact avec l'Office de tourisme du Pays de Beach, en ce qui concerne le Pays de Beach, qui mettra en avant toutes les manifestations qui ont lieu sur le territoire. Et donc pour dimanche, s'il y a encore des manifestations qui ne sont pas présentes sur le site, c'est que tout simplement elles n'ont pas été annoncées, mais il n'est pas trop tard. Un petit coup de fil, un petit mail, et on arrivera encore à communiquer sur cette manifestation dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. C'est pareil à Sarreguemines, l'idée de tout centraliser. Ah oui, je ne peux que rejoindre effectivement Monsieur Weil. Effectivement, si une manifestation n'apparaît pas encore sur l'agenda en ligne du site touristique de l'Office de tourisme, eh bien c'est qu'on n'en a pas eu l'information, mais il n'est pas trop tard et on peut toujours effectivement l'annoncer. Et aussi pour les événements à venir. Le message est passé. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Belle journée du patrimoine à vous et à tous. Et à demain dès midi sur Mosaïque Cristal.